Ho ho ho. Oui, je sais, j'imite super mal le Père Noël, mais au moins vous avez compris le thème de ce hors-série qui va être notamment consacré à Noël. Jingle. Noël, cette belle fête de fin d'année, cette belle fête familiale finalement où on aime tous se retrouver avec nos proches. C'est ce que je vous souhaite de pouvoir faire avec vos proches cette année, même si une fois de plus le Covid, c'est quoi, la Covid pardon, s'est mêlé à cette fête et va nous la pourrir un petit peu. Mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment se retrouver avec ceux qu'on aime, avec les proches, avec qui on a envie de partager du temps. C'est pas forcément la famille, ça peut être aussi des amis très proches, peu importe. Moi, je vois plutôt ça, les fêtes de fin d'année, comme justement l'occasion de voir et de côtoyer tous ceux avec qui on se sent bien et tous ceux avec qui on a envie de passer du temps. Et qu'on ne prend pas forcément suffisamment de le faire tout le reste de l'année. Ça, c'est pour le côté festif, le côté joyeux, etc. Et donc, avant tout, je vous souhaite un joyeux Noël et passez un bon moment avec vos proches. Il y a le revers de la médaille, comme tout, qui concerne les cadeaux de Noël. Alors pour nous qui gérons les finances, qui s'occupons de tout ça, ça peut être un moment un peu anxiogène, la période de Noël, tout simplement parce que c'est une période où on va faire des dépenses importantes sur des choses qu'on n'a pas forcément prévues. Alors c'est toujours un petit peu dommage de ne pas l'anticiper tout ça, tout simplement parce qu'on se rend compte que Noël ça peut être en effet un budget très conséquent, notamment si vous avez des familles avec des frères et sœurs qui ont même eu des enfants, etc. Ça commence à multiplier finalement les cadeaux et c'est vrai que ça peut commencer à poser problème. Alors, on avait déjà évoqué dans un premier podcast la notion de gestion des comptes, gestion de l'argent, gestion de tout ça, gestion des différents budgets. Je vous rappelle, les trois budgets thématiques que moi j'utilise, c'est nourriture, donc tout ce qui va être courses, essence, et puis les budgets extra dans lesquels on va retrouver tous les petits loisirs qu'on peut avoir, restaurants, etc. Mais il faut aussi prévoir d'autres budgets à côté, à mon sens, concernant justement ces fêtes de Noël. Tout simplement parce que déjà il faut savoir combien vont vous coûter ces fêtes de Noël. Alors ça peut paraître un peu radin de dire ça, mais en fait c'est hyper important de savoir à l'avance comment on peut gérer ce budget-là et combien ça va réellement nous coûter. Puisque c'est vrai qu'on peut avoir des surprises, on se dit mince, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu, j'avais oublié le petit cousin du machin, du truc, ou qui je dois lui faire un cadeau. Et puis après, on n'a toujours pas passé pour des radins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, si on fait pour un petit cousin qu'on voit pas souvent un cadeau à 10 balles, forcément on va passer pour un radin. À l'inverse, voilà, on a envie de gâter plutôt nos filleuls qu'on voit tout le temps et on va être un peu plus généreux avec eux, etc. Donc je ne vais pas forcément dire à chacun mais il faut mettre autant d'argent pour un enfant, autant d'argent. Non, c'est pas du tout le but, hein. Chacun fait avec son budget, chacun fait avec ses moyens. C'est simplement de vous expliquer comment nous on fonctionne, ou tout au moins comment on essaye de fonctionner, parce que c'est pas encore hyper optimisé ce truc-là. Mais c'est vers quoi on voudrait tendre finalement pour nous simplifier le stress de la période de décembre, puisqu'en fait on se rend compte que généralement, pour celui qui n'a pas anticipé, ça peut vite déborder, on va dire, sur le mois de novembre et décembre. Ça peut vite impacter finalement le budget quotidien du couple. Alors nous là-dessus on est un peu tranquille dans le sens où, comme je l'ai expliqué juste au début, on a des budgets d'extra qui existent dans notre système, dans notre gestion. Ce qui fait que du coup, les extras, on va les utiliser en novembre et en décembre principalement pour les cadeaux de Noël. Du coup, on va faire beaucoup moins de choses quand même à côté. C'est-à-dire qu'on va réduire la voile au niveau des restaurants, au niveau des loisirs. On va croiser les doigts pour pas qu'il y ait de fringues à acheter en dernière minute comme ça. Et donc ça nous permet comme ça de jongler plus ou moins avec les budgets d'extra. Mais on utilise quand même des solutions pour maîtriser ce budget. Puisqu'en fait c'est quelque chose qu'on a constaté sur les années précédentes. C'est qu'au début on se dit ouais voilà, on met un tel par enfant, quoi. On met une certaine enveloppe par enfant, on met une certaine enveloppe par adulte, etc. Mais finalement, si on fait pas bien gaffe à ça, on peut très vite déborder. Alors à petite touche, hein, ça va être oh lui c'est pas grave, allez, 5-10 euros de plus, c'est pas grave, quoi. Ouais, 5-10 euros, sauf que si vous mettez ça sur 15 cadeaux que vous devez faire, ça vous fait déjà 150 balles de plus et forcément ça peut changer la donne à la fin du mois. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on nous maintenant, quoi, cette année pour la première fois, on a utilisé une appli sur portable qui s'appelle, je sais plus, liste de Noël, je crois, un truc comme ça. Où en fait dedans, alors ça c'est bien en plus parce que ça nous aide dans les cadeaux.
C'est-à-dire qu'on note toutes les personnes à qui on veut faire des cadeaux. On doit prévoir de faire des cadeaux parce qu'on le souhaite. Et derrière, pour chaque personne, on va déjà mettre les différentes idées de cadeaux qu'on va pouvoir avoir. Et puis donc du coup, au fur et à mesure, en face de chaque idée de cadeau, on va mettre un budget. Et puis comme ça, on va pouvoir contrôler nos budgets finalement par personne et notre budget global de cadeaux. Ce qui va nous permettre comme ça de pouvoir alors ça va nous servir en même temps de lit de course, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que voilà, dès que je suis dans un magasin, ok, ce cadeau-là il est fait, tac, je le check et il s'en va de la liste. Et donc ça permet de contrôler le budget, ça permet de vérifier vos listes d'achat pour être sûr d'oublier personne au passage. Et puis ça évite les surprises. Typiquement, voilà, si on a un choix à faire en disant tiens, il y a ce modèle-là de, je sais pas, quelqu'un qui voudrait une montre connectée par exemple. Montre connectée, on se dit tiens, il y a ce modèle-là, oui, elle est à 149 balles. J'ai le modèle au-dessus qui est à 169, ouais, il n'y a pas grand chose en plus comme fonctionnalité. Le modèle à 149, ça ira très bien quand même. Voilà, on réfléchit, on hésite. À moi, ça permet de se dire, ok, avec le budget, on se dit, ok, je suis un peu large, je peux me permettre en effet le 169, c'est pas gênant. Voilà, c'est des réflexions comme ça finalement qu'on peut avoir grâce à cette petite appli. Alors, en plus, c'est une appli qui est dérisoire, il n'y a quasiment rien là-dedans. Mais c'est simplement pour nous faciliter la tâche des cadeaux de Noël. Alors, moi de mon côté, je ne le vis pas comme un stress parce que j'adore faire les cadeaux de Noël. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'adore passer du temps dans les magasins. Généralement, on se prend même des journées de congé avec mon épouse pour pouvoir faire tranquillement ça pendant que les gamins sont à l'école. Donc généralement voilà, on se bloque 2-3 jours ou même des RTT sur lesquels on va se promener, on va balader. On profite comme ça en même temps de la période finalement de la féerie de Noël. Et puis en même temps on en profite parce que on prend notre pied à faire des cadeaux de Noël et on a vraiment un vrai plaisir à faire des cadeaux de Noël. Donc voilà, donc ça veut dire que moi j'utilise cette appli là, je sais comme ça déjà à l'avance le budget que je souhaite consacrer par personne, en fonction des personnes, je sais globalement le budget que je dois prévoir, et donc ça nous permet d'anticiper par rapport à notre enveloppe extra pour ne pas se mettre dans le rouge finalement à la fin du mois de décembre. Petit aparté d'ailleurs par rapport à la fin du mois de décembre, faites attention à une chose dans vos budgets, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, par générosité, anticipent le paiement du salaire du mois de décembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre le podcast, on est le 23 décembre. Et bien écoutez, je pense qu'il y a quand même une grosse partie d'entre vous qui ont déjà touché leur salaire, pour ceux qui sont salariés, puisqu'il y a beaucoup de boîtes qui vont verser les salaires aux alentours du 20 décembre, en se disant, voilà, c'est un petit plus pour les fêtes de fin d'année, ça permet d'arrondir. Ouais. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est une vraie connerie. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous allez recevoir la paie du mois de décembre au 20 décembre, donc tout le monde est content. On va en finir entre le 20 et le 24 pour boucler les derniers cadeaux qu'on a pu oublier, qu'on a pu zapper, etc. Derrière, après, forcément, c'est le repas de Noël, donc là, c'est plus conséquent, on va dépenser un peu d'argent, etc. Et ce qui fait que derrière, le mois de janvier, par contre, il est hyper long. Je veux dire, on n'est pas à l'abri, à partir du 15 janvier, de bouffer des coquillettes. Tout simplement parce que quand on a de l'argent, et c'est humain, et moi le premier, quand on a de l'argent, on veut faire plaisir, on veut dépenser. Mais si on dépense alors qu'en fait c'est le budget qui va nous servir pour vivre tout le mois de janvier, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord ? Donc oui, je pense que c'est une bonne idée pour les entreprises et ça part d'un bon geste de vouloir en effet anticiper le paiement de salaire. Alors outre qu'en plus généralement les services RH ils sont à moitié HS au moins entre Noël et l'an, hein. Mais outre ce phénomène là, c'est quand même de se dire aussi voilà, c'est la fin de l'année, on fait plaisir. Alors si c'est faire plaisir parce qu'il y a une prime de 13e mois qui est versée en même temps, là ça prend toute sa logique, c'est-à-dire que du coup voilà, si en effet vous avez une prime de 13e mois en même temps, ça vous permet de vous dire ok, je peux finaliser des cadeaux avec ma partie de 13e mois, derrière après j'ai ma paye intégrale pour le mois de janvier, ça c'est nickel, ça va bien. Mais celui qui n'a pas de prime de 13e mois et qui reçoit son salaire aux alentours du 20 décembre, là c'est compliqué parce que ça veut dire que le mois de janvier en fait il va aller du 21 décembre jusqu'au 31 janvier. Et là par contre ça va être dur, quoi. Ça va être dur. Donc faites juste attention à ça par rapport au salaire que vous recevez de façon anticipée. Pensez bien à ne pas l'utiliser tant que le mois de décembre n'est pas terminé. Hein, la logique veut dire que peu importe, et c'est la logique que nous utilisons dans nos comptes, c'est que peu importe la date à laquelle je reçois mon salaire, mon mois se termine au 31 du mois. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer à taper dans les budgets du mois suivant tant que j'ai pas passé le 31 janvier ou 31 décembre. Donc ça c'est hyper important, faites attention à ça parce que vous risquez rapidement de vous trouver un peu la corde au cou là au mois de janvier en se disant putain c'est la galère, on a passé des bonnes fêtes, on a bien tout éclaté. Par contre maintenant on n'a plus rien à manger et ça va être compliqué de terminer le mois sans faire de découvert.
Voilà, je vais faire ma petite aparté. Donc voilà, donc par rapport au budget cadeau, n'hésitez pas à l'anticiper. Et notre souhait, en tout cas ce que moi je vais essayer de mettre en place, alors à voir comment ça va se matérialiser, mais c'est de se dire aussi que maintenant que je connais l'enveloppe globale des cadeaux que je veux faire, je sais que tous les ans, ça va être grosso modo toujours la même enveloppe. Puisque finalement c'est toujours à peu près les mêmes personnes à qui on fait des cadeaux. Alors il peut y avoir quelques exceptions, hein, une nouvelle naissance, des choses comme ça, on va bouger, on va faire varier un petit peu, c'est pas un souci. Mais globalement, on sait grosso modo combien de budget de travaux on va devoir prévoir. Alors je sais pas, si tous les cadeaux que vous allez faire, ça prendra un budget de 500 euros par exemple, moi ce que je vous conseille, c'est de pouvoir l'anticiper. C'est-à-dire que là, on va arriver en janvier, donc janvier c'est le moment de toutes les bonnes résolutions, y compris financières. Et c'est peut-être se dire que voilà, j'ai besoin de 500 balles à la fin de l'année. Je vais en avoir besoin, allez, on va dire mi-novembre, j'en ai besoin, quoi. Donc on va partir sur 10 mois d'épargne. On se dit que 500 euros pour la fin de l'année, il faut que je mette 50 euros de côté pour avoir mon budget Noël au 1er novembre. Ok, 50 euros de côté que je mets sur un livret. 50 euros par mois, ça peut-être. Alors après, ça dépend des budgets, toujours pareil, hein. Mais peut-être que ça peut en effet passer plus facilement. Et puis ça permettra au mois de novembre de se dire, ok, je suis zen, j'ai mon enveloppe budget de cadeau qui est déjà prévue. Donc ça, vous pouvez le faire pour les cadeaux de Noël, mais finalement, vous pouvez le faire aussi pour toutes les autres dépenses que vous pouvez anticiper. Par exemple, si vous savez déjà à l'avance, et on le sait tous, qu'il y a des mois qui sont un petit peu critiques par rapport aux anniversaires, ça peut être aussi l'occasion de dire, ok, il y a un mois critique pour l'anniversaire, je vais essayer de l'anticiper un petit peu. Je vais essayer de l'anticiper parce que je sais que, voilà, moi personnellement, il y a 2 mois qui sont vraiment très critiques au niveau des cadeaux d'anniversaire. C'est le mois de juin et le mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, j'ai mon gamin, j'ai moi-même, j'ai mon beau-frère, voilà, il y a du monde dans la famille qui sont du mois d'octobre. Au mois de juin, ça va être mon épouse, ça va être mon gamin, ça va être ma mère, ça va être voilà, plein de personnes encore qui sont aussi. Et donc on sait que c'est 2 mois qui sont compliqués parce que du coup ça veut dire que si on fait des cadeaux à tout le monde et on souhaite faire des cadeaux à tout le monde pour les anniversaires, du coup ça va nous gréver notre budget sur ces mois-là. Donc de la même façon, on peut aussi l'anticiper. C'est-à-dire que si vous savez que pour le mois de juin vous avez besoin d'avoir, 150 euros de budget pour faire des cadeaux, c'est pareil, hein, 150, on est au mois de janvier, vous divisez par 6, et puis vous allez réussir à savoir combien vous devez épargner par mois pour pouvoir tenir la cadence. Et à partir du mois de juin, c'est plus divisé par 6 que vous allez faire pour mettre de côté, mais divisé par 12. Ce qui fait que du coup, au mois de juin, vous allez prendre le budget cadeau du mois de juin, 150 euros, divisé par 12, et puis ça, vous le remettez finalement sur l'ensemble de l'année, ce qui fait que l'année prochaine, vous aurez de nouveau une enveloppe, mais par contre, vous aurez eu un effort d'épargne qui sera un petit peu moindre. Donc, tout mis bout à bout, on peut se dire, ouais, ça reprend quand même des grosses sommes à épargner. Oui, mais aujourd'hui, vous faites quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous épargnez pas, vous ne le mettez pas de côté, ces montants-là. Mais au final, quand arrive le mois, justement, de l'anniversaire critique, quand arrive le mois de Noël, par exemple, on se retrouve dans la merde. On se retrouve dans la merde parce qu'il nous manque un petit peu d'argent pour finir le mois, parce qu'on va devoir grappiller un petit peu dans le découvert, parce qu'il y a quelques cadeaux de dernière minute à terminer qu'on n'a pas prévu. On va devoir commencer à bouffer notre paye de décembre, qu'on a reçu le 20 décembre, parce que on attend la dernière minute pour acheter des derniers cadeaux, parce que financièrement, on ne peut pas faire autrement. Alors que si on arrive à anticiper, forcément c'est plus simple finalement à gérer le budget. Alors oui, je dis ça pour les personnes qui peuvent se permettre d'épargner, d'accord? J'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui malheureusement ne pourront pas faire de cadeaux à Noël. J'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui ne pourront pas épargner, se permettre d'épargner même ne serait-ce que 20 ou 30 euros par mois. Et ça, j'ai un profond respect pour eux parce que je sais que c'est galère de passer par là, je sais que c'est dur de passer par là, je sais que c'est frustrant. Mais voilà, mais si on a la possibilité de le faire, si on a la finance qui permet de dire je mets 20, 30, 40 euros par mois de côté pour anticiper justement ces pics de dépenses dans l'année, ça sera quand même beaucoup plus zen pour tout le monde. Idem pour les vacances, hein. Si vous partez 1 ou 2 fois en vacances par an, anticipez les paiements. C'est-à-dire que ça permettra comme ça de pouvoir avoir plus de souplesse finalement au moment où vous allez réserver vos vacances. Le budget vacances, vous le connaissez un petit peu. Vous regardez les 3 dernières années, combien vous avez payé votre camping, combien vous avez payé votre location, combien vous avez payé je ne sais pas quoi. Et vous allez vous rendre compte que du budget que ça représente, toujours pareil, vous prenez le budget, que vous divisez par le nombre de mois qui vous reste avant l'échéance, et vous savez combien vous allez devoir épargner. Et par contre, quand par exemple si on démarre là en janvier, vous allez faire diviser par 7 mois si vous partez au mois d'août. Mais derrière, après, une fois que vous êtes arrivé au mois d'août, vous prenez la même somme que vous divisez par 12. Puisque finalement, si vous avez réussi à le faire par 7, vous allez réussir à le faire par 12, ce sera moins d'épargne. Et puis voilà, essayez de tout lister sur 12 mois, c'est beaucoup plus simple, et ça vous évitera justement d'avoir des moments de plus durs finalement, où financièrement vous n'allez pas pouvoir assurer à toutes les dépenses que vous souhaitez faire.
Par rapport aux dépenses de vacances, pensez aussi qu'il y a certains dispositifs qui sont plutôt intéressants. Je sais que nous on l'utilise encore, alors je crois que c'est la dernière année qu'on peut le faire, mais on l'utilise encore, la notion de chèque vacances. Il y a certaines entreprises qui proposent la mise en place de chèques vacances. Alors il y a des entreprises, mais il y a aussi la fonction publique, puisque comme vous le savez, mon épouse est dans la fonction publique et elle peut bénéficier de chèques vacances. Alors le principe des chèques vacances c'est quoi? C'est de dire simplement que tous les mois vous allez faire une épargne, c'est-à-dire que vous allez avoir un prélèvement qui va être sur votre compte au titre des chèques vacances. Et puis généralement, c'est soit votre employeur, soit le CE de votre employeur, quoi. Maintenant on appelle ça le CSE, mais voilà, l'ancien CE de votre employeur qui va rajouter une partie. Et ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir avoir un petit peu plus. Et puis une fois par an, vous recevez vos chèques vacances. Et puis avec, vous pouvez dépenser des réservations de camping, vous pouvez réserver des réservations de certains restaurants, des loisirs, des choses comme ça. Donc vous pouvez avoir plein de petites choses qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, donc les chèques vacances, ça peut être une vraie bonne idée aussi, puisqu'en fait, ça vous permet d'épargner, entre guillemets, pour vos vacances, mais en plus, c'est abondé par l'employeur, donc du coup, vous gagnez un petit peu plus. Donc ça peut être hyper intéressant de mettre ça en place. Alors moi, mon employeur fait aussi les chèques vacances, alors c'est un petit peu moins généreux que la fonction publique, mais moi, de mon côté, par exemple, c'est un prélèvement qui est sur fiche de paye directement, où je paye 20 euros par mois. Donc je mets 20 euros par mois qui sont prélevés de mon salaire, finalement, au titre des chèques vacances. Et puis, à la fin de l'année, je sais plus, mon employeur rajoute 70 ou 80 euros, un truc comme ça. Donc, ce qui fait que du coup, voilà, on a un petit plus finalement. C'est pas forcément grand chose, mais c'est un petit plus. Si on prend 20 euros par mois, donc ça fait que moi j'ai épargné 240 euros dans l'année. Derrière, mon employeur rajoute 70 balles par exemple. C'est toujours ça de prix, hein, c'est toujours intéressant. Et je me retrouve avec un petit chéquier finalement de chèque vacances au mois de juin, qui va être d'un peu plus de 300 euros. Donc voilà, ça me permet de dépenser et de faire des dépenses comme ça. Alors tout ça, c'est des choses, il faut être malin finalement. Il faut être malin par rapport à vos dépenses, il faut être malin par rapport à ces choses-là, parce que c'est des petites choses qu'on peut gratter à droite à gauche. Et puis je pars toujours du principe que si on ne demande rien, on n'a rien. Si on ne demande rien, on est sûr de ne pas avoir. Par contre, si on demande, on peut avoir quelque chose. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos CE, de vos CSE, pour pouvoir justement avoir ces infos-là, si jamais ça existe. Il y a des choses où on n'en parle pas forcément dans l'entreprise, ça existe, mais on n'utilise pas forcément. Je pense notamment à la fonction publique, ça c'est le cas où ça arrive. C'est-à-dire que si l'agent de la fonction publique ne fait pas la démarche sur le site de la NCV pour pouvoir bénéficier de ses chèques vacances, il n'y a personne qui va lui dire. Il n'y a personne qui va lui rappeler qu'en effet il peut bénéficier des chèques vacances. Alors que c'est plutôt avantageux, quoi. Donc voilà, donc réfléchissez bien à ça, prenez bien le temps d'en discuter. Peut-être que votre employeur ne prévoit rien du tout, c'est tout, c'est pas grave, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais s'il l'utilise et s'il le met en place, là par contre c'est hyper intéressant pour vous à mon sens de pouvoir en bénéficier. Vous allez voir que des rendements comme on peut avoir sur des chèques vacances, ça n'existe pas en banque. D'accord, ça rémunérera toujours plus que ce que vous mettez sur un livret. Et puis l'avantage du chèque vacances, entre nous, c'est qu'on ne peut pas dépenser l'argent en dehors des chèques vacances. C'est-à-dire que voilà, quand on met de l'argent de côté pour partir en vacances, on peut toujours être tenté pour acheter le canapé, pour acheter la cuisine, pour acheter ce qu'on veut, de piocher dedans. Et finalement, quand c'est en chèque vacances, comme c'est un prélèvement qui est bloqué par la NCV, du coup, on ne peut pas y toucher. C'est de l'argent qui est sécurisé pendant un an. Et pendant un an, vous recevez à la fin vos chéquiers que vous utilisez pour partir en vacances et vous faites plaisir. Donc voilà, la petite astuce. Donc n'hésitez pas, si vous savez que vous avez avec votre employeur des dispositifs comme ça qui peuvent vous permettre d'épargner un petit peu, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Alors pareil, tant qu'on parle d'épargne, alors ça va être un peu plus technique, mais c'est pas grave. N'hésitez pas aussi à demander à votre employeur si vous pouvez bénéficier d'un PER. Un PER, alors avant on appelait ça des PE et des PERCO. Donc c'est des plans d'épargne entreprise ou des plans d'épargne de retraite. Ça c'est hyper intéressant si jamais votre employeur met ça en place. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, donc déjà c'est un plan d'épargne. Donc c'est-à-dire que vous allez mettre une certaine somme, ce qu'on appelle un versement volontaire sur ce plan d'épargne. Versement volontaire qui derrière va déjà être placé avec un taux rémunérateur. Alors généralement c'est pas très très élevé les rémunérations, mais vous êtes quand même rémunéré déjà cette partie-là. Ça c'est un premier truc. Mais on a un effet de levier dessus qui s'appelle l'abondement. Alors l'abondement c'est quoi? C'est tout simplement l'employeur qui décide au moment où il ouvre son PE, son PERCO, de dire quand un salarié va mettre X euros sur le plan d'épargne, moi je vais l'abonder, c'est-à-dire je vais remettre un complément dessus. Et ça c'est l'employeur qui va décider le montant du complément. Alors le montant de ce complément peut être d'un maximum de 300%. Alors 300% c'est relativement rare, on voit ça plutôt dans des toutes petites structures où finalement c'est la famille qui travaille avec le gérant.
Et donc du coup on souhaite rémunérer la famille d'une façon un petit peu déguisée, on va dire, pour bénéficier du profit de cet abondement à 300%. Dans les entreprises, c'est assez rare d'avoir du 300%. 300%, pour que ce soit clair, ça veut dire que demain vous mettez 100 euros sur votre P2E, l'entreprise en rajoute 300 au-dessus. Donc ça veut dire que vous mettez 100 euros, vous avez 400 euros à la fin. Donc vous imaginez bien que si on fait ça sur une grosse boîte avec des gros volumes d'abondement, ça peut commencer à piquer méchamment, quoi. Donc ça, généralement, c'est les 300%, c'est plutôt les entreprises très très familiales. Par contre, pensez-y quand même. Je vous donne une petite astuce à la con, hein, mais c'est pas grave. Si vous êtes salarié d'une toute petite entreprise, où vous savez qu'il y a le gérant, que l'épouse elle est secrétaire, et que vous êtes quasiment le seul ouvrier, par exemple, de l'entreprise, posez la question sur le P2E à votre employeur. Tout simplement parce que l'employeur a l'obligation de proposer le P2E à l'ensemble de ses salariés. Je vous dis ça parce que tout simplement, des employeurs, et la plupart du temps c'est le cas, ils vont mettre en place un P2E non pas pour leurs salariés mais pour eux-mêmes. Puisque sur un P2E, le gérant de l'entreprise va pouvoir verser, alors sous certaines conditions, mais il va pouvoir verser du P2E avec de l'abondement. L'épouse du gérant va pouvoir verser du versement volontaire avec de l'abondement. Et tout ça, c'est pas soumis à l'impôt, si on le laisse bloquer pendant 5 ans. Donc ce qui fait que du coup, forcément, l'intérêt pour eux fiscal, il est important. Donc généralement, ils mettent ça en place dans leur boîte. Ils évitent d'en parler aux salariés, parce que sinon, ça peut porter un peu préjudice. Mais par contre, si le salarié leur pose la question, on ne peut pas refuser d'en parler. Donc du coup, c'est-à-dire que si le salarié pose la question, est-ce que vous avez un P2E ? Ah bah oui, j'en ai un, oui, en effet. Alors il va être un peu gêné, généralement le gérant, mais il va être, oui, en effet, j'en ai un. Et bah à ce moment-là, demandez pour abonder. Comme ça, derrière, vous faites un versement volontaire et vous voyez l'abondement que l'employeur va mettre dessus. Si par miracle, vous tombez sur un abondement à 300%, alors il y a de fortes chances que ça ne dure pas très longtemps, parce qu'à mon avis, il va avoir son contrat P2E derrière. Mais sur le principe, vous allez déjà pendant un an bénéficier d'un abondement à 300%. Donc vous voyez, c'est des choses, c'est un peu, on n'y pense pas, on ne pense pas forcément à se demander, puisque dans les petites structures, on dit souvent, bah non, c'est une petite boîte, ils n'ont pas pensé à mettre un P2E ou un PER en place. Ouais non, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que eux, peut-être que fiscalement, ils ont mis ça en place parce que ça les a arrangé, on va dire, le gérant, son épouse, ses enfants, etc. Ça les a arrangé de pouvoir abonder dessus fiscalement, parce que ça permet de bénéficier d'exonération fiscale légalement, en toute légalité. Et donc derrière, si vous ne posez pas la question, vous ne saurez pas s'il y en a ou pas. Donc ayez le réflexe de dire, ok, est-ce que vous avez un P2E ou un PERCO en place ? Ok, ça se prend, il n'y a pas de souci. Nous, je sais que dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, on a un P2E en place, mais il n'y a pas d'abondement. Donc c'est possible aussi, on peut avoir 0% d'abonnement. Donc c'est-à-dire que moi, je pourrais placer l'argent, si je veux, sur du P2E. Je bénéficierai de la rémunération, on va dire, qui est prévue par le P2E, mais j'aurai pas de positif en plus, j'aurai rien de supplémentaire. D'accord ? Donc ça veut dire que voilà, pour moi ça ne vaut pas forcément le coup, parce que je pense que j'ai des placements qui sont plus intéressants que le taux de rendement du P2E ou du PERCO. Mais si fiscalement par exemple on veut éviter d'avoir, je sais pas, vous avez par exemple si vous avez une prime d'intéressement qui tombe avec votre employeur, donc l'intéressement c'est un système qui est mis en place aussi pour favoriser finalement la rémunération des salariés dans certaines entreprises, y compris des petites d'ailleurs. Si vous avez de l'intéressement que vous n'avez pas besoin d'utiliser tout de suite par exemple, placez-le sur un P2E. Au moins fiscalement vous n'allez pas payer d'impôt sur cette partie d'intéressement. Si par contre l'intéressement vous le touchez directement parce que vous dites moi j'en ai besoin pour justement finir les cadeaux de Noël ou pour n'importe quoi, à ce moment-là vous allez payer de l'impôt dessus. Alors c'est pas très grave, si vous le savez, vous en avez conscience, c'est pas un problème. Je veux dire voilà, si vous avez 1000 euros et qu'on vous prend 100 euros d'impôt et que vous acceptez ce choix-là, il n'y a pas de problème. Maintenant après c'est si simplement vous avez le choix de vous dire non cet argent là c'est 1000 euros, j'en ai pas forcément besoin tout de suite, je peux les bloquer pendant 5 ans. Si vous les bloquez pendant 5 ans, vous ne paierez pas d'impôt dessus. Donc voilà, c'est un choix à faire, c'est à savoir. Mais donc ça, n'hésitez pas aussi au niveau des entreprises, au même titre que les chèques vacances qu'on a évoqués juste avant. Posez la question. Posez la question s'ils ont du P2E, s'ils ont du PERCO, s'ils ont de l'intéressement, s'il y a de la participation. Notamment quand vous changez de job, ça c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on se base toujours sur le salaire. En disant oui, je veux gagner plus en salaire. Oui, c'est clair, le nerf de la guerre, c'est le salaire. Mais pensez quand même aux avantages qu'il y a à côté. Parce qu'une entreprise qui vous dit oui en effet on a un système de chèque vacances, oui en effet on a un système d'intéressement, oui en effet on a un P2E PERCO avec un abondement, quel que soit le pourcentage, ça change complètement la donne, d'accord ? Et ça c'est des choses où certains employeurs, notamment quand ils n'ont pas l'habitude de faire beaucoup de recrutement, ne pensent pas forcément à le dire. C'est-à-dire que pour eux ça paraît pas important de dire ça, au même titre que les tickets resto par exemple.
Bon, les tickets resto, ouais, bah, c'est général. Ah non, c'est pas général, faut pas dire ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne proposent pas les tickets restaurants. Et donc c'est important de savoir qu'en effet, dans une boîte, vous pouvez avoir des tickets restaurants qui sont financés à 60% par l'employeur. Vous connaissez beaucoup de rendement à 60% de rendement? Moi, je ne connais pas. Donc vous voyez, c'est ça qui est important de bien avoir en tête. C'est de dire qu'à un moment donné, vous pouvez en effet bénéficier d'autres petits avantages qui ne vont pas forcément faire gonfler votre rémunération en tant que telle quand vous allez négocier un nouveau job, mais qui par contre va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Hein, les tickets resto, on peut aller payer de la nourriture avec, on n'est pas obligé d'aller au restaurant avec. Donc c'est-à-dire que vous allez dans une boucherie, dans une boulangerie, vous payez en ticket resto, bah, tout ça c'est ce que vous allez payer en moins finalement dans le budget course que vous pouvez utiliser. Donc c'est des avantages qui ne sont pas négligeables. Alors après, faites quand même attention quand vous négociez une nouvelle rémunération à certains employeurs, puisqu'il y a certains employeurs qui vont englober tout ça dans une rémunération globale pour vous faire un peu miroiter en disant tous les avantages qu'il peut y avoir. Donc décortiquez quand même la proposition qu'on vous fait. Mais vous voyez, ça peut être intéressant de regarder un petit peu tous ces petits avantages qu'on pourra avoir, notamment en termes de chèque vacances, en termes d'épargne salariale, en termes d'intéressement, en termes de chèque de ticket restaurant, en termes de, je sais pas, ça peut être n'importe quoi après. Il y en a certains qui mettent un forfait pour du télétravail, il y en a qui mettent, voilà, on peut tout imaginer. Mais ça c'est hyper intéressant parce que c'est des petits plus qui vont finalement vous permettre d'avoir plus de confort de vie sans même avoir à négocier votre rémunération en tant que telle. J'ai dévié un petit peu par rapport au sujet principal, mais c'est pas très grave. C'est un peu l'objectif aussi du hors-série, c'est de pouvoir partir un petit peu dans tous les sens. Donc voilà. Donc voilà les sujets que moi j'avais envie d'évoquer avec vous. Donc prévoyez bien les budgets, essayez d'anticiper au maximum les budgets qui vont être récurrents, hein, donc les budgets cadeaux d'anniversaire, les budgets Noël, les budgets vacances bien sûr. Et puis après ça ne vous empêchera pas non plus de mettre de l'épargne de sécurité si vous avez encore un petit peu de marge, parce que c'est important aussi de se constituer une épargne de sécurité pour pouvoir avancer sereinement, on va dire, dans la vie. Et puis si jamais demain il y a des petits coups durs, de pouvoir les passer à travers assez facilement sans être trop chahuté. Voilà pour ce petit hors-série. Ça va faire bientôt une demi-heure qu'on est ensemble. Ça me paraît pas trop mal pour un hors-série. Je voulais pas faire un long hors-série tout simplement parce que je voulais juste échanger avec vous déjà sur la partie Noël, on va dire, et puis sur la partie budget qui va avec. N'hésitez surtout pas, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés, à me mettre des commentaires, ou vous pouvez m'envoyer aussi un mail si vous voulez. L'adresse mail donc c'est asbv.invest@gmail.com. Donc n'hésitez pas à m'envoyer aussi des mails si vous souhaitez aborder certains sujets, s'il y a certaines questions que vous vous posez, parce que je sais qu'en fonction des plateformes avec lesquelles vous écoutez le podcast, vous n'avez pas forcément la possibilité de mettre des commentaires, donc n'hésitez pas par mail. Vous pouvez aussi penser à noter ce podcast si vous est intéressé, à vous abonner bien sûr à la chaîne si jamais en effet vous voulez être au courant des dernières mises à jour et des derniers enregistrements. Donc là on aura 2 enregistrements du coup sur coup, c'est-à-dire que là celui que je suis en train d'enregistrer je le publierai dès demain, donc le 24 décembre, et puis le 25 décembre vous allez avoir le podcast sur la continuité finalement de notre projet d'investissement, puisque l'origine quand même de ce podcast, je vous le rappelle, c'est l'achat de notre premier immeuble de rapport, et donc on le suit ensemble à travers un podcast régulier dans lequel vous avez une publication chaque semaine, chaque samedi matin, qui vous est proposé pour pouvoir suivre justement ce projet immobilier. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, un petit peu par anticipation. Profitez bien de ce week-end festif pour vous retrouver avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et ciao ciao.